plaisir de recevoir en compagnie de Belaïd Aomar Oulamara, qui est physicien, qui est docteur en physique et qui est aussi j'allais dire un vieux, mais pas vieux, disons un militant expérimenté de la culture amazigh et de la démocratie, deux aspects qui restent encore liés à ce jour, en dépit des évolutions qu'on a connues, et un intellectuel qui a su joindre l'acte à la parole parce que il ne se contente pas de défendre la langue amazigh, il la pratique aussi, et la pratique en tant qu'écrivain et romancier. Voilà, donc il est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages en amazigh, mais aussi en français. Mais l'intérêt, c'est son travail sur le roman, parce que c'est un écrivain qui réhabilite la culture, la langue amazigh, mais aussi en s'intéressant à l'histoire. Donc l'essentiel de son œuvre consiste à romancer un certain nombre de séquences de l'histoire amazigh, et c'est le cas de ce roman qu'on présente qui s'appelle Agadir Nroma, traduction Les remparts de Rome, et voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. J'ai passé la parole à Belaïd, qui a lu très précisément et très scrupuleusement le roman, et puis qui va animer avec Aomar la soirée. Voilà, merci. Merci à Rizki, merci à l'assistance. Je pense on commence d'abord par Omar, faire une petite synthèse du roman, ce qui dit le roman, l'entourage du roman, et puis on commence le débat avec moi et éventuellement avec l'assistance. À toi la parole. تلمح الولد السوالين أدينا كرا الوال الصراميث ولا غدا نويذ السينة تمازع في السينة دو غدا تمازع في المسايا في فوليا داك. Donc je vais faire un petit résumé, donc l'égalité des chances pour tous ceux qui sont là. Je vais résumer brièvement donc, ce roman, puis je reviendrai évidemment en entrant totalement dans le roman, en utilisant la langue avec laquelle il a été écrit. Le Agadir Nroma, donc c'est les remparts de Rome. C'est, on peut dire, il se classe comme les 4 autres romans que j'ai écrits dans le roman historique. Je commence par répondre à la première, à l'une des questions qu'on me pose toujours: pourquoi le roman historique? Eh bien, c'est la meilleure façon d'apprendre l'histoire et de connaître le passé, et sans la lourdeur des œuvres d'histoire qui ont leur utilité. Le roman historique, il permet de donner vie à l'histoire en injectant des personnages vivants et surtout dans une autre étape, quand c'est l'un des personnages, le personnage principal lui-même qui raconte, eh bien ça donne une autre dimension au roman. C'est le succès du roman que j'ai écrit sur Jugurtha, Tulianum, donc les derniers jours de Jugurtha, qui m'a poussé donc à écrire Agadir Nroma. C'est disons le principal, le bras droit d'Hannibal. Il s'appelle Maher, qui était le responsable de la cavalerie numide et qui est l'auteur de la stratégie de contournement qu'a utilisé Hannibal dans toutes les batailles contre l'armée romaine. Donc c'est connu dans le monde de la stratégie militaire. L'une des premières stratégies qu'Hannibal avait mises au point, il l'a mise au point avec Maherbal, et c'est ce qui a permis ses victoires sur les armées romaines. Bien évidemment, ce n'est pas un roman sur la stratégie militaire, c'est juste le fil conducteur. Donc le roman, il raconte
la jeunesse de cet homme, Maher, sur les contreforts de Lorès, et qui s'engage dans l'armée de Carthage, qui était en cours de mouvement vers l'Espagne pour pouvoir occuper l'Espagne, tout le sud de l'Espagne, et pour pouvoir évidemment exploiter les gisements d'or, d'argent, etc., pour que Carthage paye la dette à Rome. Donc c'est la fin de la première guerre punique. Donc nous allons voyager dans le temps. Nous sommes en l'an de 241 avant Jésus-Christ. C'était la fin de la première guerre punique entre Rome et Carthage. Cette guerre s'est terminée avec la défaite de Carthage, et toute l'armée carthaginoise devait quitter la Sicile, les îles méditerranéennes dans la Sicile, et payer une amende très importante à l'armée romaine et détruire une partie importante de sa flotte. Voilà le scénario. Arrivée, donc l'armée carthaginoise qui revient sur Carthage, et dans cette armée, elle est composée à majorité de mercenaires, donc des mercenaires de tous les pays méditerranéens. Il se passe un élément très important, donc les mercenaires n'avaient pas reçu leur solde, ils ont attendu, patienté, ils se sont révoltés, comme ne pouvant plus, ils se sont révoltés véritablement contre le pouvoir de Carthage, et ils ont fait vaciller le pouvoir de Carthage. Parmi ces mercenaires, la majorité des mercenaires, c'était des Amazènes d'Afrique du Nord, évidemment, c'était dans leur pays occupé par Carthage. Et cette guerre des mercenaires s'est transformée en lutte de libération, en guerre de libération contre Carthage. Donc elle est connue, ça a la durée de 241 à 238 avant Jésus-Christ, pendant 3 ans. Donc le début, c'est cet événement. Maher était né, était enfant quand ça s'est passé, était peut-être adolescent, et cet événement a poussé donc l'affaiblissement de Carthage, a poussé donc les Carthaginois à déléguer le responsable de l'armée carthaginoise, Hamilcar Barca, pour aller occuper l'Espagne, et faire venir les richesses pour payer les dettes imposées par Rome. Voilà le début donc de l'histoire. Donc Maher est un jeune du monde des Aurès qui monte s'engager dans l'armée carthaginoise, et à ce moment-là, il arrive au moment où des bateaux entiers chargés de soldats, de chevaux, se dirigent vers le sud de l'Espagne, vers Gadès. Gadès, c'est Agadir, Gadir, Gadès, Cadix. C'est le même nom qui a, le premier nom étant un nom amazigh sur le sol espagnol. Donc il s'appelait Gadès pendant l'installation d'Hamilcar Barca. Il s'appelait Gadès. Alors l'histoire donc de ce personnage de Maher, il y a un événement important. C'est la fin de la guerre des mercenaires. La fin de la guerre des mercenaires. Ça s'est terminé dans le sang. La totalité des révoltés qui étaient arrêtés avaient été massacrés au centre de Carthage par la population, les éléphants et l'armée carthaginoise. Probablement, parmi les suppliciés, il y avait bien évidemment le dirigeant, Masthène. Masthène, c'est le nom de Masthène maintenant en tamazight qui se traduit par le protecteur,
Et dans l'histoire, probablement, cette signification venait de cette guerre des mercenaires. Donc Mastan, qui était un prénom, est devenu le modèle, donc le protecteur. Et maintenant, dans la langue tamazerte moderne, Mastan, c'est aussi l'avocat, le protecteur, le défenseur. Voilà, je fais un résumé. Je reviens maintenant à la langue de Maher, de Mastan et de Massinissa. أين إجلان دقون جالاجي ماشي دون اللي قال كان إيلان إلا ونيان يدي حكون ثاديان نماها أمشي دي لا ذا مزيان أمشي دي لول دقودران ناوراس أمشي يولي يكشم ذا سرداس غور قرداش العسكر قرداش تا قرداش الكارتاج سين إدا ذا العسكر يزقرن على إسبانيا أين أكو تمثال أين يضران ذين لن دون زروي وكذا دون جالو مزروي مزوارو ثيفنا مفهوم زروي إلى قيونا دي السينا مزروي وكنا ديسكشن يمذانن الدرن ذوك مزروي أين لن ذوال قال يمذانن كيف تسولاشي ذوك مزروي مشا أين كو يضران ذين لن ذين وفي إسكواسن ديسكواسن إغريغا كوين يتسوارو من أفتراض أنيبال أفتراض أنيبال وكنا دفا أين يضران ديال ثمسة ما هي أين ثيبوين هذه دو ذا سرداس ذا عسكري وكذا أميلكار وكنا ديكشم فكن ولا عندك ماشي ذا الطراذي كي غادي يخدم ما كنا ديكشم كثير مورا غاسو الديوريا دو ما هي راكو ديم دوكاليس ما خاطر ماشي ما هي كان وحدس لا ديم دوكاليس ترباث دوكلن ذكراو هذيك شمن دي سرداسن غور كارتاج ذي انيثني بوين من راي غرن ونيال أذياف ثقيلا أذياف أيني بوين ماهر هذيك شم ذا سرداس ذا عسكري والكارتاج أم إزايرينيا يكشمن ذي سرداسن بلا عسكر فرنسا سيلو غالاند ذنيثني يكسكرن ديرا وكنا دحلين ثمورثاس ماهر مي كركب ذا غوارا ذا بابور اثني بوين على اسبانيا إلا يوم المزن نظام ميوسن راه دي تزوارا ميوسن راه المزياكي يسميس أنيبال إلا أكد باباس دوكلن دينا ميوسن ذوي دونيال دينا هي أنت مسنير ما هربان أنيبال دوغونيال ذنوثنيا يكسبدن تسرداس العسكر نكارتاج يقدن تيخليا يكفران وكنا قابلا روما وكنا ذنا روما إلى قسم هذاك من روما. Je donne juste un petit résumé. En fait, la stratégie Hannibal était un jeune homme, enfant, adolescent, quand il a été emmené par son père Hamilcar de Carthage au sud de l'Espagne, à Gadès. Et c'est là il a organisé avec Maher l'armée carthaginoise. Et cette idée géniale, assez particulière, de se diriger vers Rome pour aller attaquer Rome sur le territoire romain. Donc la guerre qui se passait entre Rome et Carthage, Hannibal a eu le génie, malheureusement c'est un échec évidemment, de traverser la France, de passer par les Alpes et d'entrer sur le territoire romain pour réduire définitivement donc, la puissance romaine. Bien évidemment, la mission a été un échec total. De Gouniel, ماشي دونيال نطرا لأن دونيال كان يحكونا أم خدمن ماشي الجيران إذا غبن يثير نوليالا يسباني دامك يوني سانتا مغلي غارزداف أم ماهر أمك يكشم ينو يبين يرجزن موثن يزرع يزمر هذه مثل سناس كان أنا يزرع ما هذه ميدوكلن نسد أنيبال هذيك من روما
إنياس لتوغالين الثمورث لتوغالين هذيك سوزاقلو نكارتاج أفثمورثيس لأن في الصوتون تمغليني غازدات وكني مراد غالن سي روما كشمن روما أرزان تزمر تمقرات روما أذكسن ستيكليني كارتاج أتوغال تغرمث تمدين دي ثمورث تمازعة لقي دنيا ولا شيء قريسن وزن أسألون النظام اللي قدان دو غونيال سيكيخف فريخف ذا الجلج ماهر وسيكي سالا وغيلفني أمقرال نطراذ ابن زان les mercenaires. La guerre des mercenaires a accompagné, elle est présente dans tout le roman, du début jusqu'à la fin. En fait, c'est presque un deuxième roman. Bon, en fait, c'est narratif. C'est Maher. Il y a deux personnages qui vivent en parallèle dans le roman de cette histoire réelle qui s'est passée. Il y a deux personnages qui se suivent, qui se croisent, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est une forme de fusion. C'est d'abord Mastan, le dirigeant de la révolte de la guerre des mercenaires. Mastan, c'était celui qui a dirigé la révolte des mercenaires, qui a été évidemment écrasé par les éléphants au centre de Carthage, sur l'esplanade d'Eshmoun. Donc c'est la grande esplanade de Carthage. En fait, c'est Mastan qui est attaché, poussé par la foule et les soldats dans les ruelles de Carthage pour le supplice sur l'esplanade d'Eshmoun. Donc vous voyez la trajectoire. Ils partent Carthage est composé de trois quartiers, Birsa, Melqa et Ngara. Donc et depuis la porte de Carthage, ils sont poussés par la foule, harcelés, piqués de toutes les armes possibles et imaginables, insultés, etc. et dirigés vers la grande esplanade pour le supplice. Donc Mastan, en fait, c'est une voix qui raconte pas à pas l'avance vers la mort. Donc déjà là, la mort, et qui se précise petit à petit jusqu'à la sensation des immenses poids sur la poitrine qui écrasent le corps. C'était les pattes des éléphants qui étaient engagés pour écraser les mercenaires. Un autre personnage aussi qui voyage dans tout le roman, il y a 16 chapitres, sur les 16 chapitres, il y a un autre personnage, c'est Maher. Maher qui revient évidemment dépité, qui est parti avec le rêve de libérer son pays, et qui revient et qui repart, qui va aller visiter cette grande esplanade d'Eshmoun. Et là, c'est plus un rêve, c'est plus un... c'est pas comment dire, il imagine, il voit avec ses yeux le lieu, l'endroit, et la sensation d'entendre, d'imaginer le sacrifice de tous les hommes qui sont passés par là, qui ont été écrasés. Et à la fin, vous n'aurez pas acheté le livre à le lire parce que je vous raconte presque. Je ne dis pas tout, ne t'inquiète pas, je ne dis pas tout. À la fin, donc, c'est une forme de fusion. On ne sait pas qui est Maher, qui est le visiteur qui revient sur le lieu du crime. Pas de son crime, sur le lieu probablement du sacrifice de son père. On ne sait pas. On ne sait pas. Et aussi de Mastan qui ressent
les immenses pattes des éléphants qui écrasaient, qui faisaient sortir tout ce qu'il y a, tout ce qui peut contenir le corps, ce que peut contenir le corps d'un homme. L'autre message, je vais m'arrêter là, te laisser la parole, c'est le retour de Maher vivant. Donc il n'est pas mort dans le roman. Il revient, il met le pied sur le port de Carthage avec beaucoup de déception et continuera la discussion sur le sujet. Merci. Les Berbères, c'est des acteurs de leur histoire, quel que soit sur leur terre ou à l'extérieur, mais ils ne racontent jamais l'histoire. L'histoire est toujours racontée par les étrangers. Et est-ce que ces étrangers qui racontent l'histoire des Berbères, il est un petit peu honnête, bien, il est manipulé selon leur idéologie, quoi. Parce que on est resté une société orale, et voilà, à mon avis, c'est la seule réponse. La deuxième, c'est le territoire d'Afrique du Nord étant constitué comme il est constitué, ouvert sur l'ancien monde méditerranéen, eh bien c'est les portes ouvertes aux invasions. Il n'y a jamais eu d'État, très peu dans l'histoire, un État central fort qui est construit, donc un État fort qui permet de défendre, comme Rome a défendu donc la péninsule donc, italienne, ou Carthage s'est constitué avec très peu de monde en force elle a imposé, elle a défendu ses frontières ou sa souveraineté. Voilà, donc la première, c'est l'absence d'écriture, malheureusement. Ce n'est que maintenant que les Amazirs, on a fait le constat on ne peut pas, disons, accuser nos ancêtres de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. À nous de le faire dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas refaire la même erreur ou la même faute. Pour l'histoire, par exemple, pour l'ouvrage pour Jugurtha, s'il n'y avait pas l'ouvrage de Salluste, eh bien, on n'aurait pas grand-chose à raconter sur Jugurtha, à part quelques faits épars. Heureusement, il y a eu un ouvrage de quelqu'un qui est allé, comme le gouverneur général de Rome, qui a été envoyé par Rome en tant que gouverneur général, Salluste, 40 ans après la mort de Jugurtha, qui a écrit un ouvrage complet sur Jugurtha. Dommage, il n'y avait pas des Sallustes 2 siècles avant, 3 siècles avant. Et est-ce que réellement on peut faire confiance à ces écrivains, à ces historiens, notamment occidentaux et orientaux? Bien sûr, on peut toujours avoir un œil critique sur tous les ouvrages historiques, mais comme ceux qui ont écrit, il n'y a pas un seul ou 2 ou 3, hein, donc Tite-Live, Polybe, etc., des écrivains grecs, il y a quelques imperfections, des approximations, mais il n'y avait pas de stratégie de déformer l'histoire de tout un sous-continent nord-africain. Donc moi, je suis avec toujours une réserve, avec la non-maîtrise des événements, la distance, des informations parcellaires, mais il n'y a pas lieu. Toute l'histoire du monde est faite comme ça. Il n'y avait pas Internet en ce temps-là. Donc, et puis il n'y avait pas de stratégie de marginaliser une population d'Afrique du Nord. Évidemment, dans d'autres périodes, quand il y a une colonisation, évidemment, on construit une histoire sur mesure. Ça, c'est une autre affaire, que ce soit les écrivains arabes de la période islamique qui racontent à leur façon, en tant que vainqueurs, ou l'histoire de la colonisation française qui a, heureusement, il y a toute une part d'historiens, d'écrivains qui sont restés dans l'objectivité. Évidemment, il faut prendre les ouvrages avec beaucoup de précautions. Et puis, voilà. Voilà, je voulais juste ajouter
la dernière phrase là, une des raisons, c'est que effectivement l'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours écrite par les vainqueurs. Hein. À la question de la langue s'ajoute aussi ça, et puis on constate quand même qu'il y a des Berbères qui ont écrit, mais jamais en Mazère. Apulé a écrit, Saint-Augustin a écrit, plein de gens qui ont écrit, hein, mais ce sont des... Mamri le dit quelque part, que tous les Berbères qui ont écrit dans la langue de l'occupant ou de celui qui les domine, et parfois aussi avec tout le conditionnement qu'entraîne l'usage de cette langue. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ce n'est que maintenant qu'on arrive à essayer de relativiser tout ça, c'est-à-dire à relativiser tout ce qui a été écrit sur nous. Et on remarque aussi les Berbères, à part quelques révoltes des Berbères, sinon ils s'allient toujours avec l'occupant contre le futur occupant. S'allier contre les Carthaginois, avec les Carthaginois contre les Romains, après contre les Romains et ceux qui sont devenus colonisateurs, et il faut s'allier avec eux contre les Byzantins, et ainsi de suite. Voilà. À part quelques révoltes vraiment telles que Jugurtha, Tacfarines, sinon les autres révoltes berbères sont toujours avec un colon contre un futur colon occupant. Oui, l'histoire est parsemée de ces pas des histoires, mais en général, il y a un colonisateur, et bien un colonisateur se conduit en colonisateur, et bien quelqu'un, il arrive, bon, ça lie à lui il y a toujours des trahisons, le cas typique, c'est le Massinissa qui s'allie à Rome pour battre Carthage, alors que Syphax s'est allié à Rome. C'est l'épisode le plus connu. Et bien, on se débrouille on se débrouillait comme on pouvait. On peut difficilement prendre une position plusieurs siècles après. Voilà, donc par exemple, la guerre des mercenaires, bon, je ne suis pas entré dans le détail, l'échec, la guerre des mercenaires était assez puissante pour balayer définitivement le pouvoir de Carthage. Parce que toute la population du sud, de l'Est algérien et de la Tunisie, du nord de la Tunisie, était dans la révolte. Et qui c'est qui est venu au secours de Carthage? C'est un prince amazigh, c'est un prince berbère qui s'est retourné, qui a massacré la population parce que Anon, qui était donc le président, disons, à Carthage, avait promis sa fille en mariage à ce prince. Est-ce de la légende? Mais ce n'est pas de la légende, hein, c'est véritablement de la manipulation historique. C'est connu. Autrement, la guerre des mercenaires était d'une telle puissance qu'elle pouvait balayer complètement Carthage plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant, en 238, 239, alors Carthage n'a été détruite qu'en 146. Donc plus d'un siècle, exactement un siècle après. Donc quand il y a eu la collaboration entre Scipion, donc le chef de l'armée romaine, et Massinissa, et ils ont donc battu Carthage, et après elle a été détruite 2 ans après la mort de Massinissa. Et Mala, qui est le personnage principal, avec ses 2 amis, pendant tout leur périple, ils ne parlent jamais religion. Ils vont à la guerre sans parler des dieux qui les accompagnent pour les protéger. On ne dirait pas qu'il y a la religion à cette époque en Afrique du Nord. J'avoue que je n'ai pas creusé cet aspect-là, parce qu'il y avait le culte de divinité, il y avait donc le dieu
le dieu Amon, le dieu Hamour. Donc c'était le dieu de nos ancêtres. Il y avait donc des stèles, des lieux de pèlerinage, que ce soit à Siwa et autres. Et du côté grec, évidemment, il y avait Zeus, etc. Donc il y avait des divinités. On était encore loin des trois religions qui sont venues. Elle y était peut-être, la religion hébraïque, elle y était, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout. Je considérais qu'une population, elle a des croyances divines ou bien symboliques. Par exemple, la croyance à Awuzil, le dieu taureau, Awuzil, que je mettais en pendentif, qui donnait la force pour battre l'ennemi. Awuzil est présent dans le roman. Par exemple, Maher, quand il est revenu, il avait toujours son collier dans lequel il y avait le taureau, la tête de taureau qui était dans son collier, et qu'il avait protégé dans toutes les batailles qu'il a faites. D'ailleurs, ils n'ont participé qu'une seule fois à une prière dans le temple d'Amilcar en Espagne. Donc ils étaient vraiment loin de la religion. Je crois que la religion n'avait pas cette importance. Elle commencera à en avoir à partir du moment où le christianisme va arriver en Afrique du Nord. Et là, il va y avoir des guerres et des affrontements qui sont liés directement à la religion. Par exemple, le donatisme. Le donatisme qui est lié à l'église d'Afrique par rapport à l'église à Rome, etc. Donc la religion n'avait pas, on n'allait pas faire la guerre au nom de Dieu, ou on allait faire la guerre, et ça me permet de rebondir sur la première question à Omar, celle de la géopolitique. Pourquoi les Berbères s'alliaient à leur ennemi d'hier qui va devenir leur allié de demain? Parce qu'on avait une autre géopolitique aujourd'hui. On a tendance à se dire qu'on s'aligne sur des éléments géopolitiques d'aujourd'hui pour dire Massinissa, il s'est allié à l'impérialisme romain, c'est ce que dit la charte nationale algérienne. Voilà, donc on était dans une autre géopolitique aujourd'hui, d'autres intérêts, voilà, le monde ne fonctionnait pas comme il fonctionne aujourd'hui. مدينة غنير ونيال دونيال نطرا ديال أنيبال ثمان ماهر تاكل أنيبال أكذا ضرما ذان ذاني ضران دي تنكرا إمنزن رجع دي مرسل مثلا وين دينا ماهر مليون أساي سنين أشمو أمكاني ديال لي غسناف دير ديكس شحال نتيكال يرتيكل ترى داسا ورث قرداش كارتاج ماشا ور فريزا أيني لا نزداتي مسنيا ور زريغ تيلاس نغدر غلا نغيلا وين دير قلنا طيونيو أكد مغلي تدوغ كيزرفاني ذيقن سمدر كانا تيكل تغليغ تيكل تكرا ستمارا تويثني في اثنين يمذانا سيار ثما زونة تركب في فوذني ذم يلوزن وكزير يجمن وفيران إلا نقيم ذكيمان نستنى شحال يسقاسن ميتسدوكنا إيمانيو أذوثا أذكرا أذفا كرفنت توشراري ويثنكرا هذا كوي غوزدوز ورنفريا يسن هزازا قوريو يكزم مكسوميو يسلفا غير سانيو زون ضافض يسو حدا يمير أذ تسيغي مانيو أذوثا غادا نتلاغ ذفير يلم ورزريغ بدا نغزلا درا نغموثا يثوغني سنيا تدوك لذكي توذرث ثرناث متانت الموث زدينت ثرناث الدرغلت أكد مغلي نوين ورزارنت ولان دوكوساي سنيا نأشمون الزماغ غافي مانيو رني غدي غاك نوفيغ الشمام ضركانا خشاوثا اللي وخربانت سين غليغ مرورذا زدردفا سيفاسن كرا خنير تويثني فيفت Voilà, si on revient un petit peu à la langue avec laquelle le roman est écrit,
Principalement, c'est le kabyle, donc de la région de Kabylie, mais on trouve beaucoup de mots chaoui, chinoui, jusqu'à la Libye, jusqu'à la Libye, Radamès, l'Orifin, Pachelhif. Pourquoi ça? Ah bon, je vais répondre en français puis je vais traduire. Alors, je vais traduire en tête. En fait, l'écriture, il faut accélérer la convergence inter-amazigh, inter-parlé. Bien évidemment, sont dénaturés tout en restant dans le socle de Tamazigh de Kabyle, dans le Kabyle. Mais en fait, facilement, il y a 80% de commun dans tous les parlers amazighs, en choisissant les bonnes expressions, en prenant le vocabulaire qui est vivant dans les autres parlers. Évidemment, il ne faut pas en injecter en quantité pour dérouter le lecteur, quand c'est nécessaire. Et quand j'écris, je suis certain qu'un texte comme ça écrit, lu par un Rifa ou un Shlach, il le comprend à 90%. Voilà, donc c'est pour ça que je n'entre pas dans là je dis pour ceux qui sont amazigophones ici, il ne faut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller plus vite que ce que nous pouvons faire. L'écriture doit se faire dans une langue, dans chacune des langues socles, et la convergence se fera progressivement par l'écrit, par la convergence dans le vocabulaire, en faisant connaître le vocabulaire qui est pratiqué dans les autres parlers, parce que la langue amazigh, elle est conservée en totalité. Il n'y a pas eu de perte de la langue amazigh. Dans chaque parler, il y a des pertes, mais quand vous croisez, c'est comme un puzzle, quand vous croisez les parlers, eh bien, toute la langue, évidemment, il y a des métiers, etc., des expressions qui sont parties, mais globalement, la langue, elle est conservée. Je peux m'avancer, peut-être pas en tant que physicien, mais en tant que romancier, à 90-95%. C'est une chance pour nous, une chance immense, parce qu'on trouve de plus en plus des écrits, des ouvrages de l'ancien amazigh, que ce soit en Shlach, en Rifa, et là c'est des mines de connaissances. Moi, quand je tombe sur un bouquin, soit en Rifa, ou en Shlach, c'est où il y a beaucoup d'écrits, en Tamachat aussi, en Touareg, bien c'est des mines de connaissances, que ce soit au niveau vocabulaire ou des expressions que nous n'employons plus dans le monde kabyle. Je vais lire quelques expressions, quelques phrases. Agouji l'antigmet, Ismaoun nimdoukalio, Yirthen, Tezwerth, Nielti Melilith. Ksar Afragi Wawad, Agmar Doumnei Vignewoul, Saoulras Iougmar Arthmezorth. Est-ce que je peux dire que c'est un style aromérien? C'est vraiment beau. Pour moi, la prochaine fois, quand je lis des textes pareils, tout de suite, je devine qui l'auteur. Est-ce qu'on peut parler d'un style maintenant de Omar? دينا كان ينوال يلتي كتاتي لثمري لثكان ويدي تسالون ما بدو هذا ونيال سفاغة زرع ويني ثيولان ما الذي ثدرت نا يفاغ ثدرت وحرث مديد يفاغ لثمسلاث انت مازغ مورا مقران ويدي يفاغ لثمازغ ويدي يفاغ لكشمن تمدينين تروح سن نيوسكن انت مسلاث ذاك إلى قيون ما يتسالو أديو على الوان دايلا نسي ديكار كم كان يديكار عند أهل تمسلية الدرت تمازغ وكنا ديالو. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, il faut vraiment revenir à la langue du terroir, quitte à introduire de la modernité dans l'écriture, mais si on ne maîtrise pas un minimum de la langue parlée dont on a grandi, on a du mal. On voit quelques
quelques romans qui sont en train d'être édités par des jeunes qui ont quitté par la force des choses ou qui ont grandi, qui sont nés dans les villes. Eh bien, malheureusement, la langue, il ne reste que très peu de choses. Et en général, il faut que ceux qui veulent écrire puissent retourner, faire de l'immersion dans leur langue pour pouvoir, ne serait-ce que reproduire l'existant et proposer du nouveau. Je vais vous lire un passage. Maher, jeune amazigh des contreforts de Lorès, de la montagne de Lorès, décide avec ses amis de quitter le village de Tivist. L'histoire se déroule à Tivist. Elle s'appelle Tébessa maintenant, avec la formulation arabisée de Tébessa. Tivist, ça veut dire montagne, c'est tout. Il y a le Tibesti du côté du Tchad, Tivist. Comme Tamsit, arabisé, s'appelle Msila. Touwiris s'appelle Bouira, donc des espèces de formulations. Ça se déroule à Tivist. Et avant de partir, quand son père avait disparu dans la guerre des mercenaires, il va voir son grand-père. C'est Maher qui parle à son grand-père, et je vous ferai un petit résumé. أجدي ري غادي السين غا ثمورث أذ فغاغ سيتي بست أذي نيجا أذ دوغا كيني ثمورا بابا ثنامي ديوشكا يروح محسوبي غادي يسبع ثنامي ديوشكا ونزري يدرنا غيموت نكو فيه ديمانيو زون قوني غيال ناس أثي دفك ثبورث أذي السين غوذميس ثقاناتيو وكي غاسيا لاس الزايث وغار تفكلت يبو ما وردو فيه ثبورث غاسا سيرم وريفير أجدير إمير إزواريد جدير إزمي دوال إنايد أمي يليون اللي في أبريديس نساستي ماديس سي ثلاثيس أرثاقاراس دنسا يزران أندات وبريتي سفوغا غاس وين يتشاورني لها ماذ وين يرانا كوكروذا من زوم ودي تخاشوش وريلا وان دا يصوت وينا هذي قيم ذي توزيا نتيزن زويت تدرغالت وريدي وريهي وريقيم كيتش ثريضة تدور دكو بريديك نكوراك زمير هذاك ديك بدا السكس ذواني ياسني غي باباك اسمي فاطة في جريث نواس دفيرت ميكرا ونبدو غاس تمسلت نواسني في الجارث مخالف جارثين نواسا سكواسني ورسلي غي صوتيس ورزري غوذميس غاسكن نيك قيمة سلمى يونواس هادي فلاليا هادي كشم ذي ثبوث اسميت الزين يركازن لنا يدرن ذي تطرادني المستان ولا شوين ورستقسا يالي يون ذوالي يديرها ما تيهدتس ورتسوفيغ دكوان نسن ورتسوفيغ دكوان نسن ورتسوفيغ دكوان نسن زريني سقاسن هذا سقاسن تزيثن سوسميني سيمال السفسو سوغار كيتش تسيمغورض سيمال انك زرع وذمن باباك ذو ذميك وفيغ ديكس امور نتلويث ويساغ السا ذكيتش إديوغالان غرووان يسندف الطالب نكا ذاكيني غواليو الدود قبريديك أكن ثوالاث تفاثيك تفوكت وسوك التزورثيس تمورث تذوليس ديثران عندها تدير التمورث يمدانا أكن يبغو غزيفيات ثقران أذيالي واس تراض المستان مع هذيك سلاني ووان نستراح المستان يهميو هم نوع المستان ورتسيناض أشكون نكسيت ذكوا لاغنا ذكوا كثاينا نكسيت ذكوا والنا أكن أكون يزقلو غيليف يكون ويدي كران ذي مزيانا غيليف ني نبو بيث نكونيا نمذليث ذكوا لاوننا غاشحال يسقوا سنايا أكن هذا ون جاء أسيرم ورث ذي ثابوت ونزقوم
وين نقاد هذه الدو هذه السمبار أو نسيبري كاسير منوين خنوي ديت نكرانيا نسالمة تبدل كران ديال كازلنا سيالي هرم كنا ديك السنة تفكالت الندران في الله أثقانان لي جون دو كارتاج. Merci Omar. Donc, Akinit Slem et la lecture alliée. Donc, Zmerum Ataram, Zmerum Atgaram, sans utiliser aucun dictionnaire. Taqbaylis, il n'y a pas de néologisme. La Shawal Imaynuthan, la Shawal Nathranan. لأن كي كيران واوالا اللي ويس الشنويث الشاويث الثريفيث الشحيث دونك زمر ما تغرم فاسيلمون سهلة. Et voilà, donc on peut passer le micro à l'assistance si vous avez des questions, des commentaires. Allez-y. Dans une interview, dans un journal d'Alger cet été, vous disiez que dans chacun de vos romans, il y avait un élément déclencheur pour ce fait historique-là. Quel a été l'élément déclencheur? Je l'ai dit depuis le début, c'est la guerre des mercenaires. Oui. C'est la guerre des mercenaires. Et aussi, c'est la... J'ai lu à peu près un certain nombre d'ouvrages sur Hannibal. Et c'est cette absence justement d'information sur le personnage principal, peut-être de même niveau qu'Hannibal. Et Maher, c'est lui, même si ce n'est pas... Quelques auteurs italiens l'ont dit, sur la valeur de Maherbal, il l'appelait Maherbal. C'est le dieu de Carthage. C'est lui qui avait, avec Hannibal, qui avait mis, a mis au point la stratégie de contournement dans les batailles. Il a gagné toutes les batailles frontales avec l'armée romaine, et elle a été mise au point par l'efficacité de la cavalerie numide. Et la stratégie d'Hannibal n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas cette entente entre Maher, et ils ont mené toutes les batailles ensemble. L'unique fois où ils ne se sont pas entendus, je vais le lire, c'est après la bataille de Cannes. Pas la Cannes de France, c'est la Cannes d'Italie, au sud-est de Rome. C'est la plus grande bataille qui a été gagnée par l'armée carthaginoise. Il y a eu un massacre de près de 50 000 soldats qui ont été tués. C'est la mort des 2 consuls romains. C'est la mort de 50 sénateurs romains qui étaient engagés, des sénateurs, c'est comme les députés de France ou d'Algérie, qui étaient engagés en tant que volontaires pour défendre le territoire romain, et ils étaient en tant que simples soldats dans l'armée romaine. Donc, plus de 50 sénateurs ont perdu la vie. Près de 6 000 ou 7 000 prisonniers. Donc ça a été le massacre. Donc, la bataille de Cannes, elle s'est déroulée d'un côté, du côté nord de la rivière Ophido, dans les Pouilles. Et ce qui s'est passé, donc après la bataille, l'armée romaine a été anéantie totalement. Et c'est le seul moment où j'ai trouvé dans toute la bibliographie la mésentente entre Maher et Hannibal. C'est Maher qui lui dit, voilà, nous étions venus pour occuper Rome. Nous avons cette chance. À Rome, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Eh bien, je m'engage, je pars avec mes cavaliers, direct sur Rome, j'occupe Rome, et tu arriveras derrière, on sera certain de casser définitivement la puissance romaine. Alors, sur le même terrain, vous avez la stratégie, la réussite d'une stratégie militaire d'Hannibal, mais aussi le grand échec d'Hannibal de ne pas avoir accepté d'avancer, d'envoyer Maher sur Rome. Donc c'est
la grande erreur d'Hannibal, il a payé évidemment, ça a été l'échec. Il n'y a jamais eu de victoire de ce niveau-là parce que l'armée romaine avait compris qu'elle avait refusé toutes les batailles frontales avec... mais le fond, c'est-à-dire le pivot de la stratégie de contournement, c'est la cavalerie numide. C'est pour ça quand je ne dis pas tout donc sur le roman, c'est pour ça que pourquoi c'est Maher qui a pris la direction de l'armée de la cavalerie en Espagne, à Gadès, parce que c'était un excellent cavalier. Et j'aurais une autre question. En tant qu'écrivain, de quelle manière vous travaillez? En fait, les romans historiques que j'ai écrits, donc il y a un immense travail de recherche bibliographique avant, que ce soit des romans ou une étude. J'ai écrit, l'un des premiers que j'ai écrit justement, c'est sur la République du Rif, la guerre du Rif, qui est la première guerre de libération du monde contemporain, donc de 1920 à 1926. Et ça m'a pris 5-6 ans dans la recherche bibliographique. Et j'ai mis le total une dizaine d'années pour l'écrire, donc du temps de la République du Rif. Ça m'a permis de construire donc une expérience de recherche. L'expérience, je l'avais déjà dans les ouvrages, dans mes travaux de recherche. J'étais enseignant-chercheur, après dans l'industrie, j'ai l'habitude des recherches bibliographiques, etc. Donc j'ai cette facilité de faire des synthèses. Moi maintenant, avec l'âge, on se fatigue, on n'a pas le même punch de travail. Donc pour la République du Rif, que ce soit pour Tullianum, donc le Jugurtha, donc c'est un travail il y a eu un travail de recherche, et surtout pour celui-là. Donc il faut respecter les faits, respecter l'histoire, respecter les faits, et respecter le lecteur de ne pas raconter n'importe quoi. Tous les faits racontés ici sont dans les ouvrages d'histoire de la guerre d'Hannibal. Le roman, en fait, il est entre c'est la voix des personnages, des réflexions, etc., qui n'impactent pas les faits historiques. La traversée, vous allez trouver la traversée de Rome, plutôt des Alpes. Je ne parle pas ici, je laisse quelques points il y a des faits historiques, mais il y a l'aspect humain, l'aspect, etc., la souffrance des hommes, et ça c'est le roman. Évidemment, j'écris en fonction le premier souci, c'est de redonner vie aux personnages d'Afrique du Nord. Donc là, je ne le cache pas, les 5 romans historiques que j'ai écrits, c'est pour ça, je le dis, et pour chacun, c'est venu comme ça. Il y a toujours un élément déclencheur. Je suis en train d'en écrire un, pas un roman historique, mais peut-être encore plus profond qu'un roman historique. J'en dis pas plus, je ne parle jamais de ce que j'écris, mais j'ai travaillé au niveau de la méthode. Je faisais ma carrière professionnelle. J'écrivais toujours, parfois 2 romans en même temps. Quand j'ai un moment, j'écris. J'écris à la maison, j'écris dans les hôtels, dans les pays étrangers, j'ai écrit dans les trains. Dans l'avion, c'est difficile. J'ai relu des choses que j'ai écrites sur mon ordinateur portable. Je peux dire que en 15 ans, j'ai fait ce que je pouvais faire en 40 ans, en compressant le temps. Parce que c'est difficile quand on écrit un seul ouvrage, on est en linéaire et ça bloque quand on n'avance pas. Par contre, quand on est sur au moins plus d'un, ça nous donne une liberté, une espèce de tranquillité de pouvoir avancer. Parce que quand c'est sec d'un côté, parfois, il y a des idées qui viennent sur un autre sujet. Autrement, j'écris
pas à l'encre bleue ou à l'encre noire. Je suis avec mon ordinateur et croyez-moi, quand vous attendez 2-3 heures un train, vous êtes isolé dans un hall tranquille à l'écart. Les idées, elles viennent très 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 bien et ça coule de source. Plus vite que le train. Pourquoi, dans le titre en kabyle, pourquoi ne pas parler alors dans ce cas, ne pas traduire cela par Igouder, puisque dans la version française vous dites les remparts. Igouder Norma, voilà. شغل ماشي يغوذر تمزوالوث يغوذر إلا هو النظام سي ان homonyme يغاديرن يغوذر دونك لي فوتور دونك يغوذر دونك ترولت سياك ميديت فسيا أجادير اسمع جاث أجادير يزيز دو غادير غادي إلا أجادير Le rempart dans le sens de rempart, il existe. Interro يغوذر نورمال les remparts il y a un rempart. Il a un smajef, un nom collectif, etc. Smajef pourquoi le titre Les remparts de Rome? Parce que quand là je reviens à l'histoire et au roman, je ne dirai pas tout, encore toujours frère, quand il y a eu la bataille, donc l'armée romaine certaines provinces italiennes avaient pris leur indépendance, avaient pris le parti d'Hannibal et s'étaient révoltées contre Rome. Et la Padoue était une grande ville riche, etc. Et elle s'était révoltée, toute la région, contre Rome. Et Rome a décidé d'aller punir donc, cette région, parce qu'Hannibal s'était installé là à un moment. Et quand l'armée romaine est allée pour entrer, donc pour faire le siège de Padoue, Hannibal a envoyé donc, des soldats pour aider donc, les Padoue, je ne sais pas comment on les appelle, les habitants de Padoue. Et après, il est allé jusqu'à la limite de la ville pour aller menacer l'armée romaine, et il a fait demi-tour pour monter sur Rome, pour pouvoir extraire donc, cette armée-là pour poursuivre Hannibal. C'était une stratégie donc, d'attirer l'armée romaine. Et en fait, en montant, l'armée romaine ne suivait pas, et il montait jusqu'à arriver presque à la ville de Rome. Et comme il n'était pas disposé, donc il n'avait pas la puissance suffisante pour entrer dans Rome, eh bien, ils sont allés en incognito avec quelques soldats, avec Maher et Hannibal, avec le soldat, pour aller s'approcher, pour voir la ville de Rome de loin. Donc ils ont vu les remparts de Rome, ils ont vu la Porta Collina, la porte de Rome qui donne vers le nord, et ils ont fantasmé justement sur cette ville qui était leur rêve pendant près de 15 ans, près de 10 ans de préparation pour aller occuper Rome, et ils sont allés en cachette pour voir Rome de loin. C'est ça qui a justifié le rempart de Rome, c'est cette insatisfaction de ne pas pouvoir entrer dans Rome. Donc il y a plein de choses sur Rome, je vais vous lire juste un petit passage. Comment Maher voyait l'entrée dans Rome. Entre un Hannibal qui voyait l'entrée dans Rome, c'est de détruire l'ennemi, détruire une puissance qui est en face de Carthage. Mais Maher, il n'est pas allé pour détruire Rome. Il est allé pour autre chose. Je vais vous lire. Voilà. Voilà rue Fera. Un chum normal, mais tu d'un chum ushingo, nouadao, ريدون أذي غمز داغيس أذي هود تزغواس هذا سني سيغتي مسي خامنيس ديك ليني كسرت ذي مغليو ورثلي سي تزوارا غورينك أنكشو من روما ذويني نبقيو ذويني السرمن أذي كشم أكنا ذي السين روما إن السن كان ذي سم يفرارا شالي سلام قران عندها ثلاث مسنين إلا يلا سفار ومضار التين يظلم غينونيك سيقولوا شوميو سلمى أدنى سين إمغيا
أكن هذا نبنو روما هكذا روما النظام ذي ثمورثنا هذا نبدل أذم مثل قرداشت سيبنا يني بنان روما هذا نبنو تيبست قفصة سيرتا ذي غرم ذووان ستمسني نوي ذي بنان روما أدسن أد عقد فكن تلالت أد هدن أد ندران يبناين لنا سين أد ندو ذكوبري ذنير نبنو نتقرداشت ثماينوث غروين روما ثماينوث ذيال ثمورث هكا إزار روما يسرما أتكشما ترقي ثيونك دايني زرا توليو أكيني يمال. C'est Maher qui fantasmait en s'approchant de Rome et qui rêvait d'entrer dans Rome. Mais Maher, qui était un colonisé, qui était dans l'armée romaine, dans l'armée carthaginoise, il est venu en colonisateur sur la terre italienne. Il rêvait d'entrer dans Rome, mais pas d'entrer dans Rome pour détruire Rome. Il rêvait d'entrer dans Rome en tant qu'invité, d'entrer dans Rome en tant qu'homme de paix, pour pouvoir trouver une voie, une solution pacifique, pour pouvoir construire Rome, ici, des villes d'Afrique du Nord qui existaient à ce moment-là, Gafsa qui existe encore, Sirta qui existe toujours. Et il avait le fantasme de pouvoir ne pas faire la guerre à l'ennemi, mais de trouver, je ne sais pas comment on peut le classer à vous de le classer, mais c'est un guerrier, mais finalement un pacifiste. Je ne sais pas, je ne me souviens plus, est-ce qu'il a dit autre chose d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'il voyait Rome, c'est de bénéficier de tous les architectes, de tous les maçons qui ont construit Rome, pour venir construire Carthage, Sirta, Gafsa et Tibest, donc sa ville. C'est comme ça que Maher voyait, pas aller mettre le feu à la ville de Rome. Merci Omar, merci l'assistance.